Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Life Patrimoine Conseil, un webinaire donc qui est présenté par le cabinet Rothman Collins. Chaque mois, un thème développé afin de vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales. Ce mois-ci, au vu du contexte politique que nous avons en France, nous avons décidé de traiter le sujet suivant. Quel est le blocage de l'épargne qui pourrait y avoir face à un risque institutionnel et surtout, que peut dire la loi face à ce risque? Tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance des avertissements concernant les investissements financiers. Je vous laisse quelques minutes. Et je vous propose dès à présent de vous présenter le sommaire. Nous allons commencer tout d'abord par vous présenter le cabinet. Ensuite, nous allons rentrer dans le détail du contexte. Quel est le contexte économique en France? Quel est le contexte social? Quel est le contexte politique à ce jour? Nous allons également rentrer dans le détail de la loi Sapin 2 et surtout quels sont les risques concernant votre épargne située en France. Et ensuite, donc, nous vous présenterons donc une solution qui est le contrat qui va être logé au sein de Luxembourg, dans le contrat luxembourgeois en assurance vie et capitalisation. Tout d'abord, notre cabinet. Notre cabinet, donc la société RCLE est une marque et la marque également dans Rodman Collins qui ont été créées en 2018. À ce jour, nous avons 300 familles clientes, un rendement moyen de 6,88% brut sur différents profils, le profil prudent, également le profil équilibré. Et ça, bien sûr, c'est une moyenne annuelle sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, 50% des fonds que nous proposons à nos clients sont des fonds solidaires et responsables qui sont logés, bien sûr, dans les portefeuilles. Et en moyenne, nous avons une notation de 4,5 sur 5 sur l'ensemble des fonds sélectionnés. Et également 50 partenaires, banques et compagnies d'assurance à ce jour. Nos partenaires sont de 2 sortes. Nous avons donc tout d'abord notre partenaire fiscal et patrimonial qui est FitDroit, avec lequel donc nous travaillons en étroite collaboration concernant les différents aspects patrimoniaux que nous et solutions que nous allons proposer donc à nos clients. Et nous avons bien sûr également nos partenaires bancaires et assurantiels en France, en Suisse et également au Luxembourg, dont vous voyez donc une liste qui est non exhaustive sur votre droite. Nos 6 valeurs fondamentales: confiance, expertise, éthique, service, esprit d'équipe, innovation. Confiance, nous assurons donc des rencontres trimestrielles avec l'ensemble de nos clients que nous appelons les meeting services. Donc l'idée, c'est de venir présenter donc à nos clients quels ont été les rapports trimestriels, quelle est la conjoncture, surtout donc préciser également les rendements que nous avons sur l'ensemble des contrats que nous leur gérons. C'est un accompagnement bien sûr dédié et sur mesure. Au niveau de l'expertise, 90 heures de formation par an. Notre cabinet est ISO 22222. Nous respectons une norme concernant l'approche de nos clients et surtout les méthodes que nous allons utiliser pour élaborer nos stratégies. Au niveau éthique, comme je l'ai expliqué donc en préambule, des fonds ESG, déontologie, l'ensemble des collaborateurs qui intègrent notre cabinet doivent signer donc une charte déontologique. Et nous avons mis en place également le programme Mezzo qui permet donc chaque année, au travers donc des bénéfices qui sont réalisés par notre cabinet, de financer également la culture. Au niveau du service, traitement des demandes sous 24 heures.
Quand nos clients ont une question, généralement donc sous 24 heures, on arrive donc à apporter une réponse. Si toutefois nous n'avons pas la réponse en fait, en tout cas, nous mettons tout en œuvre dès les premières 24 heures pour aller chercher l'information qu'ils souhaitent. Un accès à l'ensemble de nos partenaires, experts comptables, avocats fiscalistes, notaires, cabinet également de M&A pour tout ce qui est valorisation et transmission d'entreprise. Un esprit d'équipe, donc accès bien sûr à les différents services d'expertise. Aujourd'hui, donc nous avons accès à plus de 30 ingénieurs patrimoniaux donc et financiers dont nous faisons profiter bien sûr à l'ensemble de nos clients. Au niveau innovation, nous proposons des algorithmes qui nous aident donc à prendre la décision, des décisions financières, également donc des alertes patrimoniales pour l'ensemble de nos clients. Dès qu'il y a une nouvelle loi donc qui est modifiée ou un nouveau décret d'application qui apparaît, à ce moment-là, en fait, on a une remontée d'alerte concernant chaque client selon son profil patrimonial. Moi, je suis Richard Modesto, j'ai 48 ans, je suis président associé du cabinet. Au niveau des études, j'ai un master 2 en gestion de patrimoine avec une spécialisation HEC Paris en finance. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai été, donc dans différentes compagnies d'assurance, chez Allianz entre autres, également chez Swiss Life et j'ai rejoint donc, le cabinet Rothman Koninz depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Qu'est-ce que nous proposons à nos clients? Donc nos clients sont de 2 sortes. Nous avons les dirigeants d'entreprise sur lesquels nous allons apporter des solutions afin de leur permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise, notamment, tout ce qui concerne la prévoyance, en cas d'arrêt de travail, en cas de perte, d'autonomie, par exemple. Nous allons également aider nos clients chefs d'entreprise à développer leur cabinet, à développer leur entreprise, à développer leur structure, au travers de nos différents partenaires, que ce soit bien donc aussi bien des experts comptables que des sociétés de valorisation d'entreprise, également de cession d'entreprise. Également, nous leur permettons de pouvoir anticiper la cession d'entreprise au travers de différentes solutions leur permettant de pouvoir céder leur entreprise en toute sécurité. Au niveau des investisseurs privés, nous allons analyser leur patrimoine, nous allons analyser également leurs contrats financiers détenus, chez d'autres partenaires. Nous allons les aider à structurer, à gérer et à diversifier leur patrimoine. Tout ceci bien sûr dans un cadre réglementaire, avec une certaine méthodologie. Également, nous allons les aider à responsabiliser leur patrimoine au travers une sélection de fonds, on va dire, à développement durable. Notre méthode, cabinet certifié ISO 22222, nous respectons donc, une méthode en 4 étapes. Tout d'abord, nous allons déterminer les objectifs et également les attentes de nos clients. En étape 2, nous allons réaliser donc un audit patrimonial et financier. Étape 3, nous allons présenter nos analyses et en étape 4, donc nous allons mettre en place les solutions. Nos spécificités, nous avons 2 types de spécificités, l'ingénierie patrimoniale et l'ingénierie financière. Comme je l'ai précisé en préambule, nous proposons à nos clients un système d'alerte législatif personnel selon le patrimoine du client, selon les nouvelles lois, les nouveaux décrets d'application qui apparaissent. Nous avons un mécanisme d'alerte qui va permettre de pouvoir être proactif concernant le conseil que nous allons délivrer au niveau de nos clients dès qu'il y a une nouvelle loi qui peut impacter leur patrimoine. Nous offrons l'accès à plus de 30 ingénieurs patrimoniaux spécialisés par domaine de compétences. Chaque ingénieur patrimonial donc a une spécificité sur des thématiques bien sûr précises et nous allons traiter l'ensemble des problématiques patrimoniales en France, également à l'international. Au niveau ingénierie financière, nous avons des outils algorithmiques d'aide à la prise de décision qui vont nous permettre de pouvoir sécuriser les performances et maîtriser la volatilité. Une gestion de portefeuille claire et transparente pour l'ensemble de nos clients avec des rapports de gestion mensuels. Nos clients ont accès à plus de 10 000 fonds d'investissement répartis de manière mondiale sur différentes thématiques, et différents pays. Et nous avons également la possibilité de pouvoir créer pour nos clients des fonds sur mesure. Les algorithmes de prise de la décision nous permettent de pouvoir identifier des zones d'entrée et de sortie qui vont nous permettre donc d'aider à la gestion de risques, de mettre en place donc des stratégies d'arbitrage multigéographiques et multisectorielles, tout en respectant bien sûr le profil investisseur tout au long de la relation. La gestion de portefeuille, nous allons sélectionner les meilleurs fonds comme je vous l'ai précisé au départ, avec des performances qui vont être plus optimales et bien sûr en sélectionnant des fonds dont les frais vont être
vont être réduits, qui vont bien sûr et qui ce qui va bien sûr améliorer la performance. La diversification est globale, assurant donc une meilleure gestion du risque des portefeuilles de nos clients et nous allons analyser de manière quotidienne, de manière automatique, l'ensemble des portefeuilles avec un système d'alerte individualisé par contrat. Chaque trimestre, nous allons réaliser un audit pour nos clients, un audit de portefeuille qui va pouvoir, nous permettre de pouvoir analyser l'indice de répartition, l'indice de diversification et l'indice de discordance pour savoir donc si nous sommes toujours en phase par rapport au profil de risque et aux souhaits, bien sûr, de nos clients. Nous avons terminé pour la partie présentation. Je vous propose de passer sur le contexte économique en France à ce jour. Tout d'abord, le contexte économique en France. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter, différents éléments, donc notamment tout ce qui concerne la partie PIB, la partie déficit budgétaire. Tout d'abord, le PIB, donc ce que l'on peut constater effectivement, c'est que le PIB croît depuis maintenant de nombreuses années, sauf bien sûr en 2020 sur la crise du Covid, où le PIB donc a fortement baissé. Qu'est-ce que le PIB? Bon, l'idée bien sûr, c'est pas de faire un cours d'économie lors de ce webinaire, mais ce qu'il faut comprendre au niveau du PIB, c'est que c'est l'ensemble, on va dire, l'ensemble de l'activité qui a été générée par aussi bien les ménages, les entreprises et l'État. C'est un indicateur bien sûr économique qui permet de mesurer la richesse qui est créée chaque année par le pays. Quelle est la dette nationale brute de la France? Donc et effectivement, donc on voit que chaque année, un petit peu la dette se creuse un petit peu plus. On peut voir qu'effectivement entre 2016 et 2020, la dette avait tendance, on va dire, à se résorber, mais malheureusement avec la crise du Covid et l'inflation qui est arrivée donc en 2023, cette dette repart à la hausse. Concernant également la dette, ici donc sur le graphisme sur le graphique qui est présenté, on voit donc les différents pays donc, avec, bien sûr les niveaux d'endettement, la dette le poids de la dette publique par pays. Nous avons donc tout d'abord donc, dans le haut du panier donc la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Nous voyons qu'effectivement la France arrive juste derrière l'Espagne alors que nous situons aujourd'hui, un petit peu plus par rapport à la moyenne de la zone euro, aussi bien la zone euro donc, sur l'ensemble de l'espace économique donc à 27 et on peut distinguer également, c'est quelque chose qui va nous aider donc bien sûr par la suite, qu'au niveau du Luxembourg, c'est un État qui est faiblement endetté à ce jour. L'évolution du déficit public, donc comme vous le voyez donc à l'écran, il s'agit donc de différentes phases. Le graphique qui est présenté à l'écran, représente les années de 1978 à 2023. On peut distinguer qu'entre 2017 et 2020, il y a eu le déficit public qui a fortement, on va dire, baissé sur ces quelques années, mais il est revenu, on va dire, très clairement à la hausse en 2020, avec les prises de décision politiques qui ont été mises en place, dans l'objectif, bien sûr, d'essayer de sauver l'économie française. Donc ça a été un pic en 2020. Là, on voit pas 2023, mais effectivement en 2023, le déficit public a légèrement également augmenté. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le déficit et la dette. Le déficit, il s'agit donc d'une année, alors que la dette, c'est l'accumulation de l'ensemble des déficits sur plusieurs années. Le déficit donc, c'est plutôt, on va dire, un flux et la dette, c'est on va dire, c'est plutôt un stock. Ce qu'on va regarder quand on entend parler de dette de la France, donc les fameux 110 du PIB, aujourd'hui, en fait, c'est l'ensemble des déficits qui ont été cumulés sur différentes années. Ce qui aujourd'hui pose réellement un problème concernant la confiance des investisseurs sur le marché français. Les dépenses totales, donc là, on voit qu'effectivement, les dépenses totales de l'État entre 2010 et 2023, elles étaient relativement stables malgré qu'il y ait une légère augmentation entre 2010 et 2017 et effectivement depuis 2020, avec la crise de la Covid, on a eu des dépenses, on va dire, de l'État qui ont très, très fortement augmenté, ce qui a donc conduit à un dérapage budgétaire. Les dépenses, liées aux intérêts de la dette, souvent on entend parler dans les médias des intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, il faut savoir donc aujourd'hui l'État français émet de la dette pour pouvoir se financer.
et ça de manière extrêmement régulière. Toutes les semaines, l'État français émet de la dette. Cette dette est indexée à un taux d'intérêt comme vous et moi en fait, hein. Si nous réalisons un crédit, nous allons avoir donc une analyse de la part de la banque qui va indiquer si oui ou non nous sommes solvables. Si nous sommes très solvables, à ce moment-là, en fait, le coût de la dette va coûter beaucoup moins cher. Si par contre nous avons des défaillances dans notre foyer, effectivement, le taux d'intérêt, lui, va augmenter. Et c'est directement lié donc, aux intérêts de la dette en France. On peut voir donc sur le graphique présent ici qu'entre 2017 et 2020, les intérêts de la dette, avaient clairement baissé en fait, et ces intérêts de la dette à partir de 2020 ont fortement augmenté parce que la dette bien sûr a également augmenté pour pouvoir financer l'économie française. Là aujourd'hui, ce qui pose problème en fait, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui est vraiment aujourd'hui un risque majeur pour l'État français. Parce qu'il faut savoir que quand les taux d'intérêt augmentent, beh, c'est la dette bien sûr qui augmente de manière beaucoup plus importante en fait. Et aujourd'hui, c'est un réel problème pour l'État français et notamment bien sûr pour les ménages parce que si bien sûr l'intérêt de la dette augmente et que l'État doit payer beaucoup plus d'intérêts, bah, à ce moment-là, ça peut se répercuter au niveau de la fiscalité en France et au niveau des recettes à les récupérer. Là, sur ce graphique-là, en fait, on peut voir 2 éléments, les 2 courbes. Vous allez avoir la courbe en bleu qui est la dette allemande et la courbe en orange qui est le taux d'intérêt de la dette allemande et en orange, le taux d'intérêt de la dette française. Aujourd'hui, nous situons j'ai sorti le graphique, c'était avant-hier. Nous sommes aux alentours de 3,13, c'est la dette à 10 ans. Donc aujourd'hui, l'État emprunte à 10 ans. Le coût de la dette est à 3,13, alors que l'Allemagne aujourd'hui, quand elle emprunte à 10 ans, elle est à 2,41. On voit donc sur la dernière partie du graphique effectivement que l'État allemand a une baisse, on va dire assez nette, hein, du coût des intérêts, alors que la France continue à légèrement monter. Là, aujourd'hui, quel est le risque? En fait, on va le voir un petit peu après, mais c'est que ce coût, on va dire, de l'intérêt vienne augmenter de manière assez importante, ce qui mettrait bien sûr à mal l'économie. Le solde des échanges extérieurs, donc là, il s'agit, entre les importations et les exportations, quel est le solde? Donc là, effectivement, entre 2000 et 2008, on voit qu'il y avait un excédent, on va dire, des biens et des services en France, alors que depuis 2010 aujourd'hui, nous sommes plutôt en déficit, au niveau des soldes des échanges, ce qui nous ce qui nous aujourd'hui alors d'être en déficit, ce n'est pas trop grave, mais ça veut dire qu'en fait, on produit beaucoup moins en France de par rapport à ce que l'on peut importer. C'est tout simplement ce que cela veut dire, donc on est dépendant plus des importations, de plus que par rapport à ce que nous produisons et ce que nous exportons dans les autres pays. Quel est le contexte social en France à ce jour? Donc là, j'ai souhaité traiter ce sujet de la manière suivante, en fait, par rapport à le taux de chômage également, quel est le niveau de vie médian d'un Français? Et aujourd'hui, quel est le taux de pauvreté? Ce qu'on peut constater donc aujourd'hui, c'est que le niveau médian, pour une personne en France, en tout cas en 2021, était de l'ordre de 23 160 € de revenus par an. Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau médian aujourd'hui en France. Là, sur ce graphique-là, nous allons voir au niveau, comment dire? Quelles sont les personnes aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté? Ce seuil de pauvreté est situé entre 40 et 60 du revenu médian. Donc on voit effectivement, en fait, ce que l'on peut retenir sur ce graphique, c'est que depuis 2019-2020, on n'a pas les statistiques entre 2021 et 2023, ça avait légèrement baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a entre 9 264 € par an et 13 896 € par an, on peut estimer que c'est une personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté. En mensuel, quelqu'un qui a 1 158 € par mois, aujourd'hui donc est dans c'est le montant du seuil de pauvreté. Quel est le taux de chômage en France? On voit qu'effectivement le taux de chômage depuis 2012, a baissé très clairement.
bien sûr corrélé au seuil de pauvreté qui a également baissé jusqu'en 2020. Donc là, il s'agit d'une statistique qui est plutôt encourageante, en fait, hein, par rapport au contexte social en France. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage qui a fortement baissé. Le déficit public aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est de 5,5 du produit intérieur brut, qui est très clairement largement au-dessus des 3 qui est fixé par le pacte de stabilité de croissance au niveau européen. Peut-être vous avez entendu, sur les chaînes d'information qu'il y a actuellement donc une procédure, de la Commission européenne, qui a été présentée donc le 19 juin. C'est, ce qu'on appelle donc le semestre européen et s'adresse un état des lieux de la situation économique des 27 États membres à ce jour au sein de l'Europe. Il y a sur les 12 pays dont le déficit public dépasse les 3 du PIB, 7 sont placés à ce jour en procédure de déficit excessif. Donc notamment la Belgique, la France, l'Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovaquie. Aujourd'hui, les déficits dépassent donc largement les 3 et il peut y avoir bien sûr un risque sur ces 7 pays-là. La commission donc estime donc justifier l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif concernant les 7 pays que je viens de citer. Concernant les autres, comme les autres États membres, pardon, la France doit présenter d'ici le 20 septembre un plan budgétaire qui vise à réduire donc les déficits. L'objectif est de venir, il y a déjà eu un premier plan qui visait à réduire de 10 milliards d'euros le déficit, hein, avec un plan supplémentaire qui devait être réalisé à partir de cet été de 20 milliards. 20 milliards en fait, quand on reprend le graphique, sur les intérêts et la dette, c'est le delta qu'il y a eu entre quand les intérêts de la dette, on va dire, étaient plus faibles, donc à quelques mois donc en arrière et à ce jour en fait, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc l'objectif de l'État français, c'est de venir résorber ce déficit en essayant de réduire les dépenses. C'est un projet qui doit être présenté d'ici le 20 septembre. En cas de non-respect de ces engagements, le pays risque des sanctions financières qui peuvent atteindre 0,1 du PIB pour chaque pays, soit environ 2,5 milliards d'euros pour la France, qui bien sûr n'arrangerait pas la situation économique. Au niveau contexte politique en France, aujourd'hui, vous savez bien sûr tous et toutes que nous allons avoir des élections le 30 juin et également le 7 juillet. Aujourd'hui, nous avons 3 blocs. Nous avons donc d'un côté, le Rassemblement national qui aujourd'hui, normalement, en tout cas selon les derniers sondages que nous avons, au 19 juin, représenterait 35,5 des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons également le Nouveau Front populaire qui représenterait 29,5 à l'Assemblée nationale en termes de députés et aujourd'hui donc le groupe, de la majorité présidentielle qui représenterait aujourd'hui aux alentours de 20. Quel est le risque en fait, hein, de cette situation? C'est qu'en fait, avant la dissolution qui a eu lieu juste après les élections européennes, la France se situait dans un contexte budgétaire qui était déjà extrêmement difficile, en affichant donc en 2023 le plus lourd déficit primaire de la zone euro à 3,8 du PIB. Le gouvernement français donc, après avoir déjà annulé 10 milliards de dépenses, comme je viens de vous le préciser, était à la recherche de 20 milliards de nouvelles coupes, on va dire, ou de nouvelles réductions de dépenses pour 2025 et ainsi essayer de sortir de cette procédure de déficit excessif qu'impose la Commission européenne. À cette heure, 3 types de scénarii, peuvent émerger. Donc tout d'abord, une absence de majorité, donc à l'issue des élections, législatives qui va y avoir donc en France le 30 juin et le 7 juillet. Une absence de majorité parlementaire qui va conduire donc à une nomination d'un gouvernement technique avant de convoquer donc des nouvelles élections 1 an plus tard. 1 an étant, le minimum entre 2 élections législatives. Soit une majorité pour le Rassemblement national, comme nous avons vu en fait, qui est largement majoritaire en termes d'intention de vote, ou une troisième partie dans l'absence d'une majorité, on pourrait avoir donc une poursuite de la recomposition politique après les élections,
qui permettrait de pouvoir créer de nouvelles alliances entre différentes sensibilités dites de gouvernement qui pourraient aller du centre et également donc à la droite, à la gauche qui permettrait de pouvoir dégager une nouvelle majorité avec un programme plus cohérent sous l'angle entre guillemets «économique». Quelle que soit l'issue, de toute façon, dans tous les cas, des élections législatives que nous allons avoir en France, très clairement, aujourd'hui, la France, visiblement, devrait tourner temporairement le dos aux réformes structurelles qui visent à aller réduire les dépenses et aller récupérer les 20 milliards dont s'était engagé le gouvernement actuel. Dans cette situation d'incertitude, et maintenant depuis 2016 en fait, existe une loi, qui s'appelle la loi Sapin 2, qui vise justement dans des cas extrêmes, notamment des risques institutionnels ou des risques, on va dire, d'accroissement des taux d'intérêt de manière assez importante, qui vise à sécuriser le système français. Que dit cette loi Sapin? Donc tout d'abord, là, on va parler de la loi Sapin sous l'angle de l'épargne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quel peut être le risque? Très clairement, pour les épargnants en France. Et que dit cette loi? Alors, cette loi indique tout d'abord la limitation des rachats et des autres opérations sur les contrats d'assurance vie et des produits assimilés. Pourquoi? Tout simplement, ce que ne souhaiterait pas bien sûr l'État, c'est que demain il y ait une panique sur les marchés et que l'ensemble des épargnants veuillent sortir massivement toute leur épargne qui réside sur les contrats d'assurance vie ou même en banque. Donc cette loi vise justement à bloquer l'épargne pendant un certain temps pour permettre justement donc à l'État d'éviter une, entre guillemets, «une faillite» et une évasion des capitaux. La Haute Autorité, de surveillance du système financier dans son ensemble, l'objectif est de préserver la stabilité. Concernant les nouvelles compétences qui ont été octroyées donc à la Haute Autorité, nous allons avoir également des mesures conservatoires de prévention de risques et le blocage des rachats peuvent être temporaires pour une durée de 3 mois et qui peuvent être également renouvelables. Voilà ce que l'on peut dire sur le blocage des rachats et des autres opérations. Donc ce qu'il faut retenir donc, sur ce sujet-là, en fait, c'est que l'État peut bloquer toute sortie des contrats d'assurance vie ou contrats bancaires ou produits assimilés, en fait, à ce jour, au travers de la loi Sapin 2, si jamais il y avait un risque institutionnel, une brusque remontée des taux d'intérêt qui était relativement importante. Les rachats ne peuvent pas être, enfin, le blocage des rachats ne peuvent pas être limités à plus de 6 mois consécutifs, donc c'est ce que précise la loi et bien sûr, ce blocage-là doit être justifié par des circonstances qui sont bien sûr exceptionnelles, menaces graves et caractérisées par la situation financière de l'ensemble ou un sous-ensemble des institutions et qui permettrait également, bien sûr, de pouvoir préserver la stabilité du système financier, au travers, par exemple, d'une crise financière, d'une hausse brutale des taux d'intérêt, et cetera. Les placements concernés sont l'ensemble des contrats qui sont détenus par des compagnies d'assurance ou des compagnies de réassurance dont le siège social est situé en France. Ou des organismes assimilés type mutuelle ou institution de prévoyance. Donc bien sûr sont concernés, les contrats d'assurance vie, de capitalisation également, les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne collectif. En ce qui concerne les distributions, c'est les distributions par exemple de dividendes. Donc là, l'État au travers de la haute autorité, peut bloquer la distribution de dividendes aux actionnaires. Donc vous êtes patron d'une entreprise, l'État peut vous obliger à ne pas distribuer des dividendes, afin de permettre justement de stabiliser le système. Également de bloquer également la rémunération de parts sociales aux sociétaires. Concernant les mouvements, on va dire, sur le contrat, type arbitrage par exemple, en fait, l'État peut également retarder dans le temps les arbitrages et les avances. Voilà ce que dit aujourd'hui la loi. Donc imaginons, vous avez donc des fonds actions, l'État, dans un objectif de sécurisation, on va dire, des entreprises,
peut demander donc également à retarder les arbitrages et également les avances sur les contrats d'assurance vie. Concernant les dates d'effet des mesures de restriction, sachez qu'en pratique, les restrictions s'appliquent de manière rétroactive, dès la dernière centralisation réalisée antérieurement à la décision de l'OPC ou du titre que vous détenez au sein de votre assurance vie. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir, en tout cas c'est ce que nous comprenons, il ne devrait pas y avoir d'incidence concernant la valeur de rachat. Imaginons aujourd'hui, vous souhaitez arbitrer, sur une base 100 en fait et demain le titre perd 30. En cas de blocage de l'épargne en fait, il est bien entendu qu'il prendrait en compte le moment de la demande qui a été centralisée par la compagnie d'assurance ou la banque. Alors, quelles peuvent être les solutions par rapport donc à ce risque qu'il peut y avoir? Alors donc vous l'avez bien compris, donc tout d'abord, nous avons un risque, on va dire assez présent suite aux élections que nous allons avoir en France donc à ce jour. Nous avons un risque institutionnel avec un risque relativement important également concernant la remontée des taux d'intérêt, parce qu'aujourd'hui, que pourrait-il se passer au lendemain des élections? Et donc imaginons que l'on se retrouve dans un vent de panique. À ce moment-là, en fait, les investisseurs pourraient, entre guillemets, décider que le taux d'intérêt de la France, avec le risque qu'il peut y avoir, on va dire, à la suite des élections, n'est plus le même. Il peut y avoir également une dégradation des agences de notation et à ce moment-là, en fait, on pourra avoir des taux d'intérêt qui viendraient remonter. En cas de remontée de taux d'intérêt et risque institutionnel, la loi Sapin pourrait bloquer de manière temporaire, encore une fois, les rachats et également toute opération sur les contrats d'assurance vie. La solution qui existe aujourd'hui pour faire face à cette situation, c'est le contrat dit de droit luxembourgeois. Pour vous expliquer très rapidement comment cela fonctionne, alors bien sûr, tous ces éléments-là sont des éléments assez techniques, hein. Je vous invite bien sûr à revenir vers nous à l'issue de ce webinaire si jamais vous avez des questions. Le contrat luxembourgeois permet tout d'abord une diversité en termes des placements. C'est-à-dire qu'en fait, on a accès à tout ce qui peut exister dans le monde. Aussi bien des fonds externes, type unité de compte, classique, hein, que vous connaissez donc, que vous avez déjà dans vos contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation, mais également des fonds internes qui vont être collectifs, en fait, des fonds internes qui peuvent être dédiés à une famille ou une entreprise, également des fonds d'assurance qui peuvent être spécialisés. Dans les contrats de droit luxembourgeois, généralement, il n'y a pas de fonds euros. En tout cas, pour les compagnies, on va dire, de droit luxembourgeois qui sont natives et non pas des filiales, on va dire, françaises qui ont ouvert des succursales au Luxembourg. Le fonds euro est une spécificité vraiment purement française. Dans vos contrats luxembourgeois, vous pouvez également détenir des avoirs dans d'autres devises, donc par exemple le dollar. Donc si vous imaginez un risque sur l'euro, imaginons une dévalorisation de l'euro assez importante en fait, on peut choisir des fonds en dollars en fait, qui peuvent permettre de pouvoir sécuriser peut-être les avoirs de manière temporaire. Au-delà de ça, nous avons également sur le contrat luxembourgeois une sécurité qui va être renforcée. Contrairement au contrat français, en cas de faillite de l'assureur, le souscripteur peut récupérer ses avoirs avant tout autre créancier. Aujourd'hui, quand vous détenez un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation au sein d'une compagnie d'assurance, en fait, vous êtes quelque part le créancier de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent ne vous appartient plus, c'est la compagnie d'assurance qui, quelque part, donc, vous doit l'argent que vous détenez chez elle, tout simplement. Au Luxembourg, ça fonctionne de manière complètement différente, en fait. Vous bénéficiez de ce qu'on appelle un super privilège, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au 1er niveau en cas de risque. Au-delà de ça, en fait, les avoirs sont séparés sur 3 niveaux, ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Vous allez avoir donc un commissariat aux assurances qui va analyser le contrôle de la solvabilité de la compagnie d'assurance et qui va également analyser le contrôle réglementaire de la banque dépositaire. La compagnie d'assurance va détenir, on va dire, va émettre un contrat d'assurance. Vous allez avoir donc une banque dépositaire qui va avoir donc en ligne, l'ensemble des actifs, mais sans pour autant que ça rentre dans son bilan. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent vous appartient, pour faire simple et le commissariat aux assurances va veiller à que tout ceci, bien sûr,
fonctionne. Les versements déposés à la banque par la compagnie d'assurance, en fait, est contrôlé par le commissariat aux assurances qui permet d'avoir un renforcement en termes de la sécurité des avoirs. Il n'y a pas d'avantage fiscal particulier. Ce qu'il faut savoir au niveau du contrat luxembourgeois, on appelle ça la neutralité fiscale, tout simplement. La neutralité fiscale, en fait, ça vous permet, quand vous avez un contrat au Luxembourg, que vous résidez en France, d'appliquer la fiscalité française. Imaginons, vous êtes chef d'entreprise et demain vous partez vivre aux États-Unis, vous allez appliquer la fiscalité des États-Unis. Imaginons vous partez vivre en Espagne ou au Portugal, on va appliquer, en fait, en cas de rachat, la fiscalité, on va dire, de votre pays de résidence, avec une adaptation, on va dire, fiscale, et surtout éviter tout double imposition pour les non-résidents. En dernier point, les tickets d'entrée. Les tickets d'entrée donc sont variables, mais en moyenne, le ticket d'entrée, minimum avec un versement de départ commence à partir de 125 000 € sur des contrats luxembourgeois. Les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois ne sont pas concernés par la loi Sapin 2, ce qui permet, en cas de risque institutionnel en France, d'éviter, tout blocage de l'épargne. Toutefois, je tiens à attirer votre attention là-dessus, seront impactés les fonds euros qui sont souscrits au sein de ces contrats de droit luxembourgeois quand ils font partie de filiales de compagnies françaises, de filiales luxembourgeoises de compagnies françaises. En effet, en cas de blocage des fonds euros en France, la liquidité du fonds euro au sein du contrat luxembourgeois peut être également, bien sûr, affectée. D'accord? Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien sûr avoir à l'esprit. Donc si vous avez, dans l'objectif, en fait, de limiter le risque, en réalisant un contrat de droit luxembourgeois, il faut surtout bien veiller que ce ne soit pas, alors bien sûr qu'il n'y ait pas de fonds euros, déjà première chose, et que ce ne soit pas bien sûr des filiales de compagnies françaises qui ont ouvert des filiales donc au sein du Grand-Duché du Luxembourg. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le blocage en cas de risque institutionnel des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation en France. N'hésitez pas, bien sûr, c'est des éléments plutôt assez techniques, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez recevoir l'intégralité des éléments évoqués sous format PDF. Bien sûr, si vous souhaitez réaliser un audit de vos avoirs pour savoir un petit peu aujourd'hui où est-ce que vous en êtes et quels peuvent être les risques. Nous vous proposons un rendez-vous dédié, soit en présentiel, soit en visioconférence. Donc en présentiel, nous sommes sur la région de Toulouse. Au-delà d'un certain montant, nous nous déplaçons bien sûr dans toute la France, également à l'étranger. Donc n'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. S'affiche à l'écran notre numéro de téléphone du cabinet, s'affiche également notre adresse email, notre site web rodmancollins.com. Également 2 QR codes, un QR code qui vous permet de pouvoir télécharger notre brochure et un QR code qui va vous donner donc directement accès au site internet. Écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt.